Pour ceux qui ne le savent pas encore, éclore est l'anagramme de colère. Et notre souhait, c'est de faire de ces injustices que nous pouvons observer, de ces problèmes de sens, d'en faire un terreau fertile pour ensemble décider d'une autre société du travail. Nous sommes convaincus qu'il est possible de créer une logique complémentaire entre l'économique, le tout économique, et la logique du vivant et de l'humain. Et j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à chercher à réconcilier ces deux logiques. J'invite ceux qui le souhaitent et ceux qui souhaitent prolonger cette thématique Jeunes et Sens à poursuivre dans la salle partagée, tout au fond à droite, si vous souhaitez être dans des temps de partage. Vous avez également la salle s'intérioriser juste en face, avec des pratiques méditatives et yoga pour ceux qui le souhaitent. Nous allons maintenant poursuivre avec une thématique qui nous est chère, neurodiversité et innovation. La neurodiversité, c'est la diversité des intelligences humaines. J'ai eu le plaisir de rencontrer Gabrielle Blinet il y a une année environ, qui venait dans mon cabinet de chasse me faire part de ses difficultés dans le monde du travail. Difficultés liées à sa spécificité, à son intelligence autistique assez singulière. 5 à 20% des Français ont une intelligence différente, hyperactivité, dyslexie, autisme, surdouance, etc. Ces spécificités cognitives sont très mal connues et encore moins reconnues. Il est temps de les célébrer, car en célébrant la beauté de la neurodiversité, la diversité des intelligences, des talents, des sensibilités, nous permettrons au monde du travail de s'enrichir de tout à chacun dans ses spécificités. Gabrielle Blinet est l'auteur d'une série que nous allons visionner également. Je vous propose de l'applaudir ainsi que ses speakers qui vont prendre place sur la scène. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Gabrielle, comme vous l'a dit Solène, et j'ai découvert que j'étais autiste Asperger en mai 2016. Ma vie professionnelle jusqu'ici a été à l'image de l'autisme, hétérogène. Dans mon dernier emploi, comme ingénieure consultante, j'ai eu la chance de connaître 2 managements diamétralement opposés et de constater leur effet spectaculaire sur la productivité de mon cerveau autiste. Dans le premier cas, avec un management autist-friendly, des consignes explicites, le sens de l'humour et de la tolérance par rapport à mon exubérance et à mon décalage, j'ai généré de belles réussites pour mon employeur. Par exemple, j'ai obtenu un financement conséquent pour un projet concernant l'agroécologie sur les captages d'Eau de Paris. J'en profite d'ailleurs pour remercier Eau de Paris, chez qui j'intervenais comme consultante externe, pour leur accueil et leur bienveillance. Ensuite, j'ai connu un management plus conformiste, avec de l'implicite, du contrôle, un micromanagement de l'emploi du temps et une injonction tacite à ressembler aux autres. Dans un tel environnement, mon cerveau s'est éteint et je ne parvenais plus à produire quoi que ce soit. Après avoir quitté mon emploi de consultante et après avoir appris que j'étais autiste, je me suis dit que tout cela était du gâchis. De nombreuses personnes neuroatypiques, autistes, dyslexiques, au potentiel intellectuel, devaient comme moi avoir des difficultés au travail malgré leurs compétences et leurs talents. Or, la France, pour être compétitive, pour se distinguer, a besoin de profils capables d'innover et de penser en dehors du cadre. Les professionnels neuroatypiques constituent un vivier de talents capables de produire l'innovation, l'efficacité et la compétitivité dont notre économie a besoin. L'enjeu consiste simplement à identifier quel management innovant et quel environnement de travail permettent de libérer ces talents atypiques. Solène vous l'a dit, nous nous sommes rencontrés en avril 2017, alors que j'étais au chômage, et sans trop y croire, je lui ai parlé d'une idée que j'avais derrière la tête. Une série sur la neurodiversité au travail,
qui expliquerait aux dirigeants et aux recruteurs quel management et quel environnement de travail permettrait aux neuroatypiques de libérer leur potentiel. De cet échange, j'ai retenu 2 phrases. La première, « Vas-y Gabriel, fonce, c'est important, si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres. Ne t'inquiète pas, si tu as besoin, je t'aiderai, avec Éclore, on t'aidera. » Et la deuxième phrase, « Gabriel, promets-moi de ne plus jamais te faire mal ou te faire violence au travail. Ça suffit, il ne faut plus que tu t'acharnes à supporter une organisation qui n'est pas capable de t'accepter avec tes particularités et de t'apprécier à ta juste valeur. » Solène a le chic pour parler juste aux gens. Elle m'a donné l'élan qui me manquait pour oser passer à l'action. Alors après notre échange, j'ai foncé. Donc je me suis lancée dans ce projet de série et j'ai trouvé des professionnels neuroatypiques acceptant de témoigner. Ils sont autistes, dyslexiques, au potentiel, ils sont heureux et reconnus au travail, ils sont entrepreneurs, employés, managers, fonctionnaires ou artisans. Je me suis également entourée de professionnels de l'audiovisuel, Marjorie Mayol à la photographie, Jean-Nicolas Schweizer et Cédric Berger de l'école Louis Lumière pour le tournage, le montage et la prise de son. Grâce à un crowdfunding et grâce à nos 3 mécènes que vous avez à l'écran, My Marketing Manager, les Sentinelles du Web et Creacity, entre parenthèses, 3 PME, toutes les 3 dirigées par des femmes, nous avons collecté les fonds nécessaires au premier tournage. Et nous avons tourné le premier clip chez NetApp, groupe international fournisseur de solutions de gestion de données informatiques. Le clip se focalise sur le témoignage de Gwenaël, chef de projet informatique et autiste Asperger, heureux et reconnu au travail. Le clip a été vu 53 000 fois sur Facebook. Cela pourrait être mieux, mais pour un premier pilote, nous sommes contents. Et nous allons maintenant vous diffuser ce premier épisode. Bon visionnage. Allez, c'est parti. Bonjour, Gwenaël Laurent-Guy. Je suis autiste Asperger assumé et chef de projet depuis 15 ans, dont 5 ans chez NetApp. Et je suis spécialisé dans la mise en œuvre de baies de stockage informatique. J'ai des qualités et des talents qui sont toute la partie organisation, planification, gestion des problèmes, toute la partie analytique. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai une facilité naturelle pour analyser les problèmes, arriver à les résoudre, avoir une vue complètement différente des autres et atypique et prendre le problème sur un angle qui n'est pas forcément commun. Il n'hésite pas à dire non aux clients. De manière assez, parfois, pas abrupte, mais peut-être étonnante. Et là-dessus, c'est effectivement quelque chose qu'on a détecté tout de suite chez lui. Et c'est pour ça qu'il a rapidement eu affaire à des clients complexes, exigeants. Ça se vérifie dans les faits, par rapport à la manière dont Gwenaël va gérer ses projets, en rassurant ses clients, par rapport à la connexion également qu'il va être capable de créer avec ses clients, de manière à ce que, dans certains cas, les projets soient même menés à terme plus rapidement que ce qui était prévu. Point majeur et mes faiblesses majeures, ça concerne les relations sociales et la gestion de l'implicite sur les attentes des gens, notamment décoder les émotions chez les personnes. C'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Il faut que le message soit clair, qu'il ait un but. Si c'est une attente implicite de la personne, je peux, les 3/4 du temps, ne jamais l'apercevoir. Je pousse les gens à rendre l'implicite explicite. Ça crée des situations de tension, notamment quand il y a des jeux politiques, des jeux de pouvoir qui sont cachés derrière les vrais besoins. Alors Gwenaël est parfois un peu brut de fonderie, on va dire, dans sa manière de communiquer. J'essaye peut-être aussi de beaucoup l'écouter, peut-être de le guider sur comment interpréter certaines réactions de ses collègues ou certaines choses qu'il a dites qu'il aurait pu formuler autrement. Mais il a aussi cette capacité à savoir qu'il y a des choses qui peuvent se permettre en interne avec les collègues, qui ne peut pas se permettre avec les clients. J'ai découvert que j'étais autiste Asperger à 36 ans. Donc c'était un diagnostic tardif, mais qui a permis de comprendre 36 ans de ma vie, et comprendre 36 ans de décalage avec la société et mon environnement proche. Ça a été un vrai bonheur. Et il y a un peu moins d'1 an, j'ai décidé, c'était un besoin vital pour moi, de dire qui j'étais réellement à mes managers, à ma RH. J'ai senti que c'était extrêmement important pour lui, que c'était une question presque de vie ou de mort.
et qu'il fallait absolument qu'il aille au bout de cette démarche pour avoir une réponse claire et précise. Et quand le diagnostic est tombé, c'était un soulagement inimaginable. C'était ça y est, enfin je sais ce qui se passe, quoi. C'est vraiment un sujet qui est vraiment défendu, la diversité sous toutes ses formes chez NETAP par notre RH. Donc ça a été très bien accueilli. Et la neurodiversité en elle-même, qui est une différence invisible, elle a cherché à en connaître un peu plus, elle s'est intéressée au sujet. Je pense qu'un management très directif ne fonctionnerait pas du tout. Gwenaël en particulier, mais je pense que c'est vrai aussi pour d'autres, a besoin de s'organiser tout seul sur sa manière de travailler. Donc il a besoin d'avoir son temps en télétravail, il a besoin d'avoir son environnement, ses outils. Après, ça n'empêche pas d'avoir des objectifs précis et clairement définis, mais je pense que la manière, encore une fois, d'y arriver doit être suffisamment libre. La lumière naturelle me gêne. Les bruits extérieurs et les bruits parasites me perturbent. Donc je travaille souvent avec un casque quand je suis en open space, mais les 3/4 du temps, j'ai mon environnement de travail chez moi. J'ai une autonomie complète, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Le micromanagement, et je l'ai vécu trop de fois, où le manager impose sa façon de penser, impose sa façon de faire, contrôle ou surcontrôle les gens, c'est destructeur déjà pour des neurotypiques, mais encore plus pour des neuroatypiques. Oui, c'est un gâchis de talent à mon sens, sans vouloir me mettre sur un piédestal, mais NETAP est la seule société où j'ai vraiment pu faire évoluer mon talent et démontrer toutes mes compétences, ce que j'ai jamais réussi à faire dans les autres sociétés. Mais je pense que mettre des mots sur ça, ça permet déjà de le démystifier, de moins en avoir peur, de bien réagir, et puis d'avoir conscience que avec ces petits handicaps, il y a des grandes forces et des grandes compétences qu'il faut absolument utiliser au maximum de leur potentiel. Le fait de l'afficher, de l'assumer sans aucun complexe, c'est vital pour moi pour montrer aux gens que les préjugés sont faux. Vous voyez ce que je suis capable de faire, et tout ce que je suis capable de faire en termes de talent, tant professionnel qu'humain, je le fais tout en étant authentique, sincère, en étant moi-même, et je suis aussi autiste. Pour rien au monde, je souhaite être débarrassé de mon autisme. Ça fait partie de moi, ça fait 38 ans aujourd'hui que je le suis, 2 ans que j'en suis conscient. Je l'assume encore plus aujourd'hui, mais je l'ai toujours été, ça fait partie de moi. Donc je ne pourrais pas devenir quelqu'un d'autre. Et ça fait partie de mes facteurs de succès. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis talentueux dans mon métier. Désormais introduire cette table ronde qui porte sur le sujet de la neurodiversité et de l'innovation. Donc, par neuroatypique, on entend l'ensemble des personnes présentant un fonctionnement cognitif significativement différent de la majorité. Les personnes autistes, dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, TDAH, ou encore les personnes dites à haut potentiel intellectuel. Les personnes neuroatypiques ou neurodivergentes constituent une part non négligeable de la population, entre 5 et 20% selon les estimations. Il n'est pas rare que les neuroatypiques rencontrent des difficultés au travail, difficultés à manager, difficultés à être managés, difficultés à trouver un poste où ils peuvent exprimer leurs talents atypiques. En parallèle, les profils neuroatypiques détiennent des compétences particulières capables de favoriser les processus d'innovation. Par exemple, les personnes dyslexiques ont des capacités visuospatiales supérieures à la moyenne. Cela fait d'eux des ingénieurs, des publicitaires et des dirigeants particulièrement visionnaires. C'est le cas de Richard Branson, bien connu, dirigeant du groupe Virgin et dyslexique, ou d'Ingvar Kamprad, dyslexique lui aussi, qui a eu la bonne idée de supprimer les références de meubles chiffrés parce qu'il les confondait, pour les remplacer par des mots scandinaves évoquant des noms de villes, de lacs, de plantes, d'épices ou de fleurs. Certains autistes possèdent une capacité de reconnaissance de patterns particulièrement aiguisée qui leur permet de trouver des corrélations dans des ensembles de données massifs. Compétence très utile dans la data science, par exemple.
Parmi les autistes célèbres, on peut citer Bill Gates, Mark Zuckerberg ou encore la chercheuse américaine Temple Grandin, qui a significativement amélioré les conditions de vie du bétail dans les abattoirs américains. En France, la neurodiversité est un terme encore méconnu. Les particularités de fonctionnement des profils neuroatypiques le sont également. Et aujourd'hui, on a tendance à simplifier la question en associant systématiquement les mots autistes et les mots dyslexiques aux notions de déficience, de risque et de faible productivité. Nous passons à côté de talents atypiques, de joyaux bruts, mal taillés, mal dégrossis, mais à la valeur indéniable qui pourrait être utile à notre société sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. Cette conférence poursuit un double objectif. Le premier, vous donner des clés pour comprendre ce qu'est la neurodiversité, comprendre pourquoi elle peut constituer un atout compétitif pour votre entreprise, comprendre pourquoi elle encourage les processus d'innovation, comprendre pourquoi un recrutement et un management tenant compte de la neurodiversité constituent des innovations managériales en elles-mêmes. Et enfin, le deuxième point, vous expliquer pourquoi toute action en faveur de la neurodiversité bénéficie à l'ensemble des parties prenantes de votre organisation. Désormais, place à nos intervenants. Donc, je vais réaliser un rapide tour de table des personnes qui sont assises à ma droite. Donc, vous avez ici Fabienne Casalis, qui est chercheuse CNRS en sciences cognitives. À l'extrémité, vous avez Grégoire Vallot, qui est responsable du service consulting pour le groupe NetApp. Ensuite, vous avez Flora Thiebaud, qui est la cofondatrice d'Auticonsult. Puis Arnaud Hullian, qui est le dirigeant d'un service R&D pour EDF. Cyril Garnier, le directeur général de SNCF Développement. Rachel Godeux, executive coach pour managers et dirigeants. Et Anne Weber, la fondatrice de In Men We Trust. Nous allons commencer cette table ronde par le premier témoignage, celui de Fabienne Casalis, que je vais présenter un peu plus en détail. Alors, Fabienne, tu es chargée de recherche en sciences cognitives au CNRS. Tu es également affiliée au Centre d'analyse de mathématiques sociales à l'EHESS. Tu es résidente à l'Institut des systèmes complexes et tu es membre du collectif des crapauds fous, fondé par Cédric Villani et Tan Niem. Et tu appartiens dans ce collectif à la section neurodivergence. Tu développes également un programme de recherche qui s'appelle MACA, MACA pour Mapping Autistic Cognitive Abilities, qui vise à identifier et à étudier les talents cognitifs des personnes autistes. Et enfin, tu montes une start-up d'aide au recrutement d'individus présentant des talents atypiques. Fabienne, la parole est à toi. Merci Gabriel, merci Solène, merci d'avoir organisé tout ça. Honnêtement Gabriel, avec tout ce que tu as dit, je pense qu'on pourrait s'arrêter là. Tu as absolument tout dit, donc là on va faire un peu de répétition, c'est pédagogique, et on va répéter en reprenant la définition de la neurodiversité. Donc la définition de la neurodiversité, elle nous vient en fait de la communauté des autistes qui à un moment donné ont pris un petit peu leur destin en main et ont posé que non, ils n'étaient pas qu'une somme de déficits, ils n'étaient pas uniquement un ensemble de déficiences et d'incapacités et de handicaps, ils avaient aussi des talents qui étaient rares dans la population générale et qu'il fallait mettre en évidence. Donc c'est un sursaut de dignité et d'identification qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées. Et comme Solène a très justement dit à Gabriel, s'ils ne le faisaient pas pour eux, au moins ils le faisaient pour les autres. C'est important de reprendre la définition historique parce qu'au départ, c'est un groupe de gens qui a travaillé très très fort à identifier tous les verrous qui empêchent les autistes de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle et même dans notre vie à tous. Et ils ont fait ce travail-là et les documents existent. Vous pouvez aller les chercher en regardant neurodiversité avec le mot-clé ASAN par exemple. Vous allez trouver énormément de documents qui vont vous aider très concrètement à faciliter l'intégration des personnes autistes. Ensuite, comme beaucoup d'autistes sont TDAH, en plus d'être autistes, évidemment les TDAH ont dit nous aussi on fait partie de la neurodiversité, ils ont bien raison.
Comme beaucoup d'autistes ont également des troubles de type dysgraphie, dyspraxie, dyslexie, c'est très fréquent, tous les troubles 10 ont dit nous aussi on fait partie de la neurodiversité, alors ils ont bien raison. Là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont des QI tellement élevés que ça les empêche de fonctionner à peu près comme tout le monde, les hauts potentiels, les HPI, suivant le terme que vous voulez, ils ont dit nous aussi, logiquement on doit venir avec vous. Et donc le terme s'est agrandi comme ça pour perdre un petit peu son sens initial, donc on peut appeler ça la neurodiversité étendue, qu'on va comparer peut-être à ce que j'appellerais la neurodiversité massive. Et on va comprendre cette distinction entre massive et étendue en regardant donc la slide suivante qui est celle-là, pour comprendre ce que c'est que le neuroatypisme. Alors le neuroatypisme, c'est quand vous avez un trait cognitif qui est très très loin de la norme. Alors, la norme, en général, en fait, quel que soit le trait cognitif, que ce soit par exemple vos capacités mnésiques ou vos capacités attentionnelles, on va décrire la population qui va se comporter en fait suivant une gaussienne, donc c'est une courbe de normalité. La plupart des gens sont au centre de la gaussienne, donc là par exemple c'est une courbe de QI. La plupart des gens ont un QI qui est entre 70 et 130. Et les gens qui ont un QI de moins de 70 ou un QI au-dessus de 130, ils sont très rares, ils sont à 2 écarts types de la moyenne. Et donc ces gens-là ont un trait neuroatypique. 2 écarts types de la moyenne, on est safe, on peut dire que c'est vraiment la neuroatypie. La différence entre la neuroatypie light et la neuroatypie massive, c'est qu'il y a des gens qui ont la majorité de leurs traits en dehors de la courbe à 2 écarts types de la moyenne. Donc pour cela, s'intégrer dans le monde professionnel, ça demande beaucoup d'aménagement et beaucoup d'adaptation. Pour ceux qui ont quelques traits en dehors de la normalité, pour cela, ça va leur demander un petit peu moins d'efforts, un petit peu moins d'aménagement. Ils en ont besoin néanmoins. Il ne faut pas du tout négliger ça. Et ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est de se rendre compte que les aménagements qu'on fait pour ceux qui en ont un peu besoin vont bénéficier à ceux qui en ont beaucoup et réciproquement. C'est-à-dire que les aménagements qu'on fait pour ceux qui en ont réellement besoin, c'est-à-dire ils ne peuvent pas fonctionner sans, eh bien, ils vont bénéficier non seulement à toutes les autres formes de neuroatypie un peu plus légères, mais ils vont également bénéficier à l'ensemble des personnes qui sont concernées par ce milieu professionnel. Alors, on va voir comment, on va revenir sur la question de l'autisme. Je voulais vous donner quelques exemples de dimensions cognitives. Gabriel vous en a déjà donné plusieurs. Chez les autistes, par exemple, on va avoir très souvent une capacité de systématisation extrêmement élevée, en plus d'une bonne capacité de détection des patterns, ce qui peut en faire des collaborateurs absolument passionnants et indispensables sur des projets qui nécessitent de la systématisation. Chez les HPI, très souvent, on va trouver des capacités de planification et d'attention divisée extrêmement élevées aussi. Donc là encore, on va essayer de les placer sur des postes où ces capacités vont être mises complètement à l'usage. Si on revient sur l'autisme, on peut voir un petit peu comme la figure la plus radicale du monde de la neurodiversité, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, ce n'est pas si difficile que ça. D'intégrer un autiste dans une équipe de travail. Moi, je le fais régulièrement parce qu'en faisant de la recherche sur l'autisme, ça me paraît absolument essentiel de collaborer et que dans l'équipe, il y ait des personnes autistes qui ont leur mot à dire sur la façon dont la recherche est menée sur eux. Voire, non seulement ils ont leur mot à dire, mais parfois ils ont des suggestions sur des directions de recherche auxquelles moi, je n'aurais pas pensé. Donc c'est extrêmement important, quand on prend une décision pour une population, de les inclure dans la modalité de décision, parce que pour tout ce qui leur concerne, c'est eux les premiers experts. Et donc, ça fera éviter de perdre du temps à tout le monde. Donc, comment on peut faire pour intégrer dans des bonnes conditions une personne autiste sur le milieu du travail? Déjà, on va lui trouver une mission sur un sujet qui le passionne. Ça a l'air d'être du bon sens, mais si vous ne faites pas ça, ça ne marchera pas. On peut retourner ça dans l'autre sens. Vous êtes un recruteur, vous avez une mission pour laquelle vous avez besoin de quelqu'un, et c'est une mission qui est très spécifique, avec un sujet extrêmement pointu et délicat. Vous êtes certain que sur le marché du travail, il y a un autiste dont c'est le sujet de prédilection. C'est cette personne-là qu'il faut identifier, d'accord? Ensuite, là encore, ça paraît d'être du bon sens, mais il faut un environnement non agressif. Le problème, c'est que pour une personne autiste, ce qui est agressif, pour vous, vous en rendez même pas compte. Ça peut être certaines fréquences lumineuses, ça peut être une sonorité dans la pièce que vous ne remarquez même pas et auquel il va être extrêmement sensible. Donc là, le meilleur moyen de savoir, c'est de lui poser la question. Ensuite, on va lui donner des instructions précises et concrètes. Parce que si vous partez dans des trucs flous, ce n'est pas la peine de continuer, autant arrêter tout de suite. Vous vous rendez bien compte que ce que je vous dis là, ces 3 points-là, un sujet qui vous passionne, un environnement qui ne vous agresse pas et des instructions que vous pouvez comprendre et vous approprier, ça bénéficie absolument tout le monde. Donc de toute manière, c'est du bon sens, il faut mettre ça en application. Mais si vous avez des autistes dans l'équipe, vous êtes obligé de passer par là, c'est la différence. Et enfin, le 4e point, le plus important, c'est de lui donner une mission qui lui permette d'exploiter ses compétences atypiques.
Et là, encore, ça paraît du bon sens, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que comment on sait quelles sont les compétences atypiques? En l'occurrence, on ne les connaît pas encore. C'est là-dessus que la recherche vient faire son petit travail. Donc, on est en train de monter le projet de recherche dont vous a parlé Gabriel, qui s'appelle MACA, pour cartographier, en gros, c'est pour cartographier les talents autistiques atypiques. Et là-dessus, on utilise 3 visions de ce qu'est l'intelligence et donc de ce que peuvent être les compétences cognitives, en mettant les individus dans des cadres qui sont très différents. Le premier cadre, c'est le cadre classique universitaire qu'on connaît bien, avec les tests de QI, avec toutes les tâches de neuropsychologie qu'on maîtrise parfaitement et qui nous donne un premier portrait de la personne. La seconde, c'est de les faire jouer à des jeux vidéo. Parce que dans un jeu vidéo, ce que les gens vont mobiliser, c'est leur capacité au plus haut degré, parce qu'ils sont extrêmement motivés par la réussite du jeu. Et par le jeu vidéo, on peut acquérir des données qu'on ne peut pas acquérir autrement, qu'on ne peut pas acquérir au laboratoire. Et enfin, le jeu vidéo nous apporte quelque chose qui est extrêmement dur à utiliser, à obtenir dans la recherche. Ça nous apporte du big data. Et le big data, pour étudier les intelligences atypiques, c'est la voie évidente d'identification. Et enfin, on a un 3e volet de ce projet qui est plus à long terme, où on travaille avec un studio d'artistes en Californie pour mettre les personnes qu'on va tester dans un environnement d'art réel, avec cette idée que ça va mobiliser des formes de créativité qu'on ne pourrait pas mesurer par ailleurs. Donc il faut mettre les gens dans un environnement qui leur permet de montrer, de mettre en évidence ce qu'ils ont à proposer. Comment est-ce qu'on applique ça, cette recherche-là qui est en démarrage, hein, vous pouvez nous suivre, on sera encore là dans 20 ans en train de chercher encore, n'est-ce pas? Mais ce qu'on veut faire, c'est dès le début l'appliquer à la société civile. C'est-à-dire que cette recherche n'a de sens que si elle peut avoir des retombées pratiques utilisables pour faciliter l'intégration des personnes autistes. L'application pour la société civile, c'est qu'on est en train de monter une start-up de recherche. Et dans cette start-up de recherche, ce qu'on va vous proposer, c'est des outils d'identification de compétences atypiques et des outils d'aide au recrutement. Et ces outils d'identification, ils vont porter à la fois sur l'analyse des missions pour lesquelles vous avez des problèmes de recrutement, c'est-à-dire que nous, notre équipe, avec notre expertise, on va vous donner un prisme cognitif de la mission que vous avez, vous, détaillé en termes de performance, en termes de buts, d'objectifs, etc. On va vous donner une autre lecture de votre mission et on va vous aider à identifier quels sont les talents cognitifs que vous devez rechercher parmi les personnes que vous voulez recruter, qui va coller particulièrement à cette mission-là. On a aussi également beaucoup d'autres projets en lien avec cette entreprise. Et aussi, on va énormément développer un travail de recherche en relation, pareil, avec la société civile, que ce soit, par exemple, comme on a fait déjà avec Auticonsult, avec qui on est en collaboration, ou comme on va faire également avec Flamel and the Sun, qui vous a présenté par Arnaud Chaput. Voilà, merci. Merci beaucoup, Fabienne, pour cette superbe intervention. Je vais maintenant donner la parole à Grégoire Vallot, que vous avez vu dans le clip de La beauté de la neurodiversité au travail. Grégoire est responsable de l'équipe consulting du groupe NetApp, un groupe de 10 000 salariés, qui est fournisseur de solutions logicielles et matériels de gestion de données informatiques. Grégoire est le manager de Gwenaël, qui est chef de projet informatique et autiste Asperger, que vous avez vu dans le film. Grégoire, c'est à toi. Bonjour à tous, Grégoire Vallot. Donc je suis le manager de Gwenaël qui apparaît dans la vidéo et je remercie Gabriel pour cette invitation qui m'a demandé de venir témoigner sur cette expérience positive de Gwenaël. Ma première réponse a été mais j'y suis pour rien. Alors je me suis dit que ça ne serait pas un témoignage très intéressant, donc j'ai commencé à réfléchir à tout ça et j'en ai discuté avec ma femme. Et je me suis appuyé sur son expérience pour vous faire un parallèle. En fait, ma femme a arrêté de travailler pendant quelques années pour s'occuper de nos enfants. C'était plus une résultante de mes choix que ses propres choix à elle. Et en fait, ce qui lui a permis de retrouver du travail quand elle a voulu recommencer, c'est de tomber sur des managers qui avaient soit la même chose dans leur cas personnel, donc leur femme qui avait arrêté de travailler pendant un certain temps, soit des managers qui ont eu le courage de prendre son parcours atypique comme il était et de voir les grandes forces qu'elle pouvait apporter dans leur équipe.
Et donc voilà, si on remplace cette interruption de travail de quelques années par une diversité neurologique ou une diversité ethnologique ou un handicap visible ou invisible, en fait on obtient la même situation. C'est-à-dire qu'il faut que les managers aient connaissance de ces différences et qu'ils aient le courage de les accepter et d'aller au-delà. Et donc c'est ce qu'on a fait avec Gwenaël, et l'immense bénéfice qu'on a retiré de la présence de Gwenaël dans notre équipe, c'est que finalement il a révélé toutes les bonnes pratiques managériales dont nous avions besoin et qui pouvaient servir à tout le monde. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole désormais à Flora Thiebaud. Donc, Flora Thiebaud est la cofondatrice d'Oticonsult, entreprise sociale de services du numérique qui a la particularité d'employer des consultants en informatique autistes. Oticonsult met en place des process de recrutement et de management sur mesure pour libérer le potentiel professionnel de ces profils. Flora a créé cette entreprise avec la volonté d'améliorer l'inclusion professionnelle des personnes autistes. Elle est responsable du recrutement et du coaching des consultants d'Oticonsult et elle est psychologue clinicienne spécialisée dans l'évaluation cognitive et dans l'autisme de haut niveau. Flora, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Gabriel, merci Solène pour cet événement, de nous accueillir tous ici. Donc 1% de la population au moins, ça représente plus de 650 000 personnes en France autistes. Comme l'a un peu expliqué déjà Fabienne avant moi, il est vrai qu'il y a autant de formes d'autisme que d'autistes, donc une grande hétérogénéité des profils. Mais justement, ce qui les réunit tous, dans mon expérience, et puis dans la recherche également, c'est l'hétérogénéité de leur profil cognitif, avec une forte tendance à avoir des pics de compétences impressionnants. Ce qui les réunit également, et qui peut représenter une grande force dans l'emploi, c'est cette tendance à avoir des intérêts spécifiques. On les appelle ici ainsi parce que ce sont des intérêts qui sont polarisés et surinvestis par cette population, et que souvent, ça en fait des experts dans leur domaine de prédilection. Et pourtant, 10 à 24% seulement en Europe sont dans l'emploi actuellement à la hauteur de leurs compétences. Cette exclusion, en plus de créer de la souffrance chez des dizaines de milliers de Français autistes, est un véritable gâchis pour la société et le monde de l'entreprise. C'est en partant donc de ce constat qu'on a créé Oticonsult. Notre processus de recrutement est entièrement adapté aux particularités de ces candidats, de nos consultants autistes. Et nos coachs, nous recrutons des coachs en interne également, les soutiennent individuellement et soutiennent et sensibilisent les équipes de nos clients qui les accueillent. Je ne vais pas pouvoir détailler aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, toutes les innovations qui ont été mises en place pour ce processus de recrutement et ce dispositif. Donc j'ai choisi 2 exemples qui me paraissent assez significatifs. Par exemple, dans notre processus de recrutement, on a complètement éliminé l'entretien d'embauche traditionnel. Pourquoi? Parce que tel qu'il est mené dans beaucoup de cas encore aujourd'hui, cet entretien a plus tendance à évaluer les compétences d'un candidat à se vendre et ses compétences à communiquer en état de stress que ses compétences réelles sur un poste donné. En plus, c'est l'étape des processus de recrutement qui est la plus discriminante envers les profils avec lesquels on travaille, parce que ce sont des profils qui ont tendance à avoir des difficultés dans le relationnel, social et la communication subtile. Au niveau du coaching, il est très difficile de vous donner un exemple significatif parce que, comme le disait Gabriel, l'accompagnement est sur mesure. Sur mesure, ça signifie que chacun de nos consultants a ses particularités et notre accompagnement, notre coaching doit s'adapter à la fois à son adaptabilité à lui au monde de l'entreprise, à son expérience du monde de l'entreprise et évidemment à sa demande. Donc j'ai choisi l'exemple le plus récent qui m'est venu en tête, c'est d'un des consultants, d'un de mes collègues, Sébastien, dont je suis la coach individuelle. Il a commencé il y a peu une mission passionnante chez Airbus. La sensibilisation qu'on a préparée en binôme tous les deux et qu'on a animée en binôme, s'est très bien passée. L'équipe a été très accueillante et il se sent très bien intégré au sein de son équipe.
Il a un doctorat en analyse de risque, il est passionné par ce qu'il fait en ce moment, et a priori, tant au niveau technique que social, tout se passe bien. Et pourtant, au bout de 10 jours, en plus de nos points de coaching assez réguliers, il m'a appelé pour une petite urgence. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas compris un feedback d'un de ses collègues et que ça l'avait un peu bloqué dans une réunion. Il est juste allé lui montrer l'algorithme sur lequel il avait commencé à travailler dans le cadre de sa mission. Et son collègue, en regardant son algorithme, lui a dit « Oh, t'es chaud bouillante, toi !» Et il n'a pas compris. Il m'a appelé parce qu'il a été bloqué dans son entretien parce que le chaud bouillant, lui qui a des difficultés à interpréter l'implicite, il ne savait pas comment interpréter. Déjà, il ne connaissait pas cette expression, et en plus, dans le contexte donné, il était incapable de lire sur le visage de son collaborateur si c'était plutôt positif ou négatif. Donc on a pu remettre les choses dans leur contexte, et ça l'a aidé à le prendre bien et à reprendre sa journée de travail normalement. C'est une personne qui est assez anxieuse et qui a un manque de confiance en lui, et ces petits détails, avec un peu de soutien, de bienveillance et d'explication, peuvent vraiment l'aider à ne pas se bloquer dans son travail inutilement. Pourquoi ça marche? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 110 consultants en poste, travaillant sur plus de 160 projets par an, majoritairement au sein de grandes entreprises? C'est avant tout grâce aux compétences de nos consultants, évidemment, dont on espère libérer le potentiel professionnel grâce à notre dispositif. Mais c'est aussi, et c'est pour ça je pense qu'on est tous réunis aujourd'hui, grâce à la valeur ajoutée intrinsèque de la neurodiversité en tant que telle. En intégrant des consultants dans des équipes projets, on crée cette condition de neurodiversité avec des professionnels autistes et non autistes. C'est à la fois une source de dynamisme au sein de l'équipe, mais en plus, en apportant cette perspective, cette analyse, cette pensée divergente, out of the box, on dirait en anglais, atypique en tout cas, nos consultants peuvent booster la créativité et l'innovation au sein d'une équipe projet. J'aurais énormément d'exemples à vous donner sur ce facteur, ce vecteur d'efficacité et d'innovation. Je vais en donner un cours, je pense que j'ai encore un peu le temps. C'est un de nos consultants, Mathieu, qui est passionné de volcans et de cybersécurité. Donc il a fait un Master 2 en vulcanologie, dans lequel il a développé des compétences assez poussées en analyse de big data. À côté de ça, en autodidacte, il est passionné de cybersécurité et de protection des données individuelles. Lors de sa première mission, il a fait un audit pour une grande entreprise de vulnérabilité de leur modèle d'anonymisation des données clientes. Il a utilisé, en surprenant toute son équipe, un algorithme génétique dans ce cadre-là, qui était justement une idée très atypique parce que, a priori, jamais utilisé par cette équipe pour tester la vulnérabilité de leur anonymisation. Il a réussi à reconstruire des données, il a donc démontré les failles. Ça permet d'ouvrir un peu l'état d'esprit du reste de l'équipe aussi sur des techniques qui sont typiquement non enseignées dans leur corps de métier. Lui, autodidacte, n'avait pas ces barrières-là et a réussi à les repousser. Comme conclusion, je vous présenterai avant Gabriel, désolé, Arnaud Hullian, qui passera avant moi et qui sera, je pense, donnera le meilleur exemple de l'efficacité de nos consultants et de la neurodiversité dans une équipe de projet, puisque c'est le premier à nous avoir fait confiance. Et son département R&D d'EDF emploie aujourd'hui dans ses équipes donc deux consultants anti-consultes, et c'est notre client historique. Merci pour votre attention. Bonne journée. Merci beaucoup, Flora. Alors, je vais vous présenter Arnaud Hullian, qui est le chef du département MIR d'EDF R&D. MIR signifie Mesures et systèmes d'information pour les réseaux électriques intelligents. Arnaud, depuis 18 mois, comme Flora l'a dit, vous accueillez dans vos équipes 2 consultants informaticiens avec autisme. Donc, vous possédez le recul nécessaire pour évaluer les apports de la neurodiversité dans un environnement particulièrement innovant. Merci beaucoup. Écoutez, moi je suis très heureux d'être là et de cette invitation parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train d'apprendre encore. Et du coup, Flora l'a dit, ça fait effectivement maintenant 2 ans
que j'ai découvert en fait la proposition d'Oticonsult sur les conseils d'une personne éclairée, sûrement, qui s'est dit qu'il y avait sûrement quelque chose à faire, y compris dans la recherche et développement. Et en fait, effectivement, le propos aujourd'hui va être celui d'un manager qui est confronté à un environnement en pleine révolution. Donc EDF, bon, je pense que tout le monde voit ce que c'est. On est au cœur d'une révolution écologique, donc qui nous se traduit par une révolution énergétique, et au cœur d'une révolution numérique. On est complètement bousculé. Il y a de la concurrence qui s'est installée, mais au-delà de ça, c'est tous les processus de fonctionnement des réseaux électriques qui sont bouleversés. Moi, j'ai une équipe d'une centaine d'ingénieurs qui doit trouver des solutions pour que on intègre plus d'énergie renouvelable, on intègre des véhicules électriques dans les réseaux, et du coup, ils doivent forcément apprendre à penser différemment. Ils étaient issus d'une culture d'un système électrique qui fonctionnait d'une certaine façon, qu'on avait construit patiemment depuis l'après-guerre, et tout est remis en cause. Donc dans ce contexte-là, moi je n'ai pas d'autre choix en fait en tant que manager de ces équipes de faire à mon avis deux choses. C'est une, d'introduire des compétences un peu différentes, et deux, de modifier les processus d'innovation pour qu'ils aillent plus vite en nous inspirant de ce que font les startups. Donc sur le premier plan, qui est effectivement introduire des compétences différentes, alors voilà, j'ai découvert les mots neurodiversité avec vous, hein, je l'avoue. L'autisme me disait quelque chose, mais bon, pas beaucoup plus. Et en fait, j'ai commencé à introduire, parce que là je vais y revenir sur les équipes, mais à introduire une dose de proportionnel dans tout ça. Donc j'ai recruté deux de mes chefs de groupe qui étaient étrangers, un australien, un hollandais. J'ai recruté des docteurs étrangers dans cette équipe. Et puis est arrivée la rencontre avec Oticonsult, et là ça a été effectivement une évidence. J'ai pas tout compris à ce qui moi m'arrivait, mais en fait ça devenait évident qu'il fallait tester. Et ça c'est un mot important aussi. Tester, moi j'ai été rassuré par, Flora l'a décrit, le processus en fait d'accompagnement que met en place Oticonsult, et je pense que vous l'avez tous dit avant, il faut accompagner, parce que même si on est dirigeant et qu'on a envie de faire des choses, bon, à un moment donné, il faut se mettre à la place de ces équipes et les aider en fait, et être très clair sur ce qu'on est en train de faire. Moi, dans cette affaire-là, je ne cherchais pas autre chose que la performance. Et donc ça a été clair avec eux. Les recrutements se sont faits sur la base de la performance, sur la base des compétences en fait qu'on cherchait et qu'on voulait amener dans l'équipe. Et c'est rigolo parce que Florent me le rappelait, en fait, on a fait des tests, mais en fait les tests étaient des tests informatiques. Hein. On voulait changer un code complexe de plus de quasiment 200 000 lignes. On savait qu'on était au bout et on avait besoin de trouver d'autres moyens de faire. Et en fait, quand Telly est arrivé, le premier consultant en fait, d'Oticonsult, en fait, tu m'as rappelé qu'il n'avait pas son diplôme, ce que je ne me rappelais absolument pas, parce qu'effectivement, maintenant, au bout d'un an et demi, c'est plus la question. Eli, il est reconnu aujourd'hui par mes équipes pour ses compétences, point à la ligne. Et ça, je pense que c'est fondamental. Donc après, voilà, il y a eu tout le processus d'accompagnement, d'arrivée dans l'équipe. Aujourd'hui, je pense effectivement, il y a certainement une forme de bienveillance, mais ça a introduit, au-delà de la performance, d'autres, je pense, une prise en compte de la différence de chacun. Alors ça fait peut-être bateau de le dire comme ça, mais et du coup, il s'est passé autre chose dans l'ensemble de l'équipe que simplement d'intégrer Eli, puis Valentin, avec qui ça ne s'est pas bien passé,
mais voilà, c'est la vie aussi. Et puis Quentin maintenant. Donc en fait, on voit que, bon, je pense que vous avez aussi des consultants chez vous, vous les gardez pas tous. Ben, là, nous, ça a été pareil. Donc voilà, le message, en fait, au fond, il est, je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir envie de tester, parce que ouais, au final, la performance est là, c'est clair. Ellie a des capacités hors normes pour factoriser. Alors j'ai entendu synthétiser tout à l'heure, donc en informatique, effectivement, il nous a refait le code de façon totalement nouvelle et agile, et ça nous prépare pour demain, en divisant les temps de calcul. Je crois que sur Europe 1, j'avais dit par 10. Alors Ellie m'avait dit après, était venue me voir en me disant pourquoi vous avez dit 10 ? Bon, j'étais gêné parce qu'effectivement, c'était un peu à dire d'expert, c'était pas mesuré. Donc voilà, on a effectivement, on se frotte à des réactions comme celle-là et qui sont extrêmement saines. Donc écoutez, on a testé pour vous, ça fait maintenant quasiment 2 ans. Ça marche, donc voilà, avec tout le processus d'accompagnement qui va bien, ouais, testez-le aussi dans vos équipes et je pense que ouais, notre business français s'en portera encore mieux. Merci. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette intervention. Je vais maintenant donner la parole à Cyril Garnier, qui est le directeur général de SNCF Développement, la filiale de la SNCF qui accompagne les mutations sociales et territoriales de ce groupe. Une filiale que Cyril a créée il y a 8 ans et qu'il appelle la filiale schumpeterienne de la SNCF. Cyril, tu as accompagné avec ton équipe plus de 550 entreprises, dont 250 startups. Tu es l'auteur d'un ouvrage, Génération French Tech, le guide Michelin de la start-up, qui présente les 1000 startups françaises les plus remarquables. Tu es toi-même dyslexique, dysgraphique, probablement un petit peu au potentiel intellectuel, comme certains de tes enfants. La parole est à toi. Merci. Bonjour à tous. Alors effectivement, moi, ce sujet des gens un peu différents, je l'ai découvert lorsque mon premier fils a dû être suivi parce qu'il avait des difficultés à l'école et on ne comprenait pas pourquoi. Ma fille aînée aussi avait des difficultés, mais c'est par le deuxième qu'on a pu découvrir la dyslexie. Sujet où, quand moi j'étais à l'école en CP dans les années fin des années 70, n'était pas du tout traité. Donc je suppose que pas mal d'entre vous ont peut-être vécu ça. Et donc c'est par mes enfants que j'ai découvert moi mes propres raisons de mes difficultés scolaires liées à la dyslexie, et puis aussi pourquoi j'ai réussi avec d'autres avantages que j'avais eus. Donc c'est un sujet qui m'a beaucoup touché. Et ma fille aînée elle-même est éducatrice spécialisée, s'occupe d'enfants autistes, et on réfléchit ensemble à créer des bijoux pédagogiques pour les enfants autistes. Donc c'est un premier sujet qui m'interpelle personnellement. J'ai eu la chance de faire carrière dans le numérique, dans le digital, et à un moment donné, en 2009, je me suis retrouvé éjecté d'une filiale SNCF pour créer une nouvelle filiale. Et quand on ne travaille pas tout à fait comme les autres, à part se prendre en main et créer ses propres activités pour être toujours en avance de phase, c'est le seul moyen d'éviter le manager qui vous suit derrière, c'est de prendre la main, d'être vous-même manager et de faire ce que vous avez à faire. Donc j'ai réussi à faire ça, et j'ai créé une structure qui accompagne des entreprises qui créent de l'emploi. Ça, c'était l'objet premier, on le fait toujours, et on accompagne les restructurations du groupe. Dès le début, j'ai embarqué l'activité SNCF Développement dans le monde du digital, parce que pour moi, c'était un vrai facteur de création d'activités et d'emploi, parce que c'était le métier que j'avais fait aussi dès mes études d'ingénieur. Et on a accompagné dès 2010 la création du premier accélérateur de start-up qui s'appelle maintenant le NUMA, ça s'appelait le Camping. Et puis de fil en aiguille, on a accompagné 1, 2, 10, et puis il y en a plus de 200 maintenant au compteur. Certaines ont été rachetées par Twitter, certaines ont grossi, ont plus de 100 à 150 salariés. Et j'ai travaillé sur un peu les modèles économiques, parce que finalement une start-up c'est un atypique, hein. C'est une entité économique atypique qui a des performances hors normes. Et donc je retrouve les Gaussiennes et j'ai créé avec certaines de mes startups des indicateurs pour essayer d'identifier dans les startups celles qui vont encore plus vite
que la norme, et donc j'ai créé des scores de précocité sur la base un petit peu des tests WISC que l'on fait pour les enfants précoces. Je l'ai fait pour les signaux faibles ou forts émis par les startups. Et en rencontrant Solène, et puis Gabriel, et puis Gaël, je ne sais pas si elle est dans la salle, j'ai fait plusieurs conférences sur justement la neuroatypique. J'ai découvert, je m'étais intéressé à la dyslexie, mais je n'avais pas vu tout le potentiel. Et finalement, depuis un an, je me pose la question, est-ce que dans ces startups, n'y aurait-il pas une prépondérance de neuroatypiques? Ces gens capables de penser out of the box, de maîtriser le digital et de créer un monde nouveau. Et quand on regarde bien, hein, si vous regardez le monde des crypto-monnaies, les fondateurs qu'il y a derrière, pour être capables d'inventer des choses aussi hors normes, ils sont tous derrière neuroatypiques. Donc ça, moi j'ai le sujet. Je n'ai pas lancé de programme de recherche, mais j'aurais plaisir de participer avec vous sur le sujet. Mais je sens qu'il y a derrière ces startups des compétences et des savoir-faire dont les neuroatypiques sont surperformants. Et donc j'ai creusé le sujet pour revenir un petit peu, c'est quoi la dyslexie? Et au final, la dyslexie, c'est un retard d'apprentissage au langage par rapport à la norme. C'est ça le sujet. La dysgraphie, c'est le retard à l'apprentissage par rapport au fait d'écrire. Quand vous avez un clavier, déjà la dysgraphie, vous l'avez dégagée. Donc moi, j'aurais pas pu faire ma carrière que j'ai faite si je n'avais pas eu très tôt un ordinateur entre les bras pour jouer avec. Et quand vous avez un clavier d'ordinateur, eh ben vous savez tout de suite le B, le D, le P, le Q. Hein, pour ceux qui ont souffert comme moi, peut-être que vous comprenez la difficulté à les écrire, mais quand vous avez un clavier, ils sont toujours à la même place. Donc ça, c'est assez simple. La dyslexie, c'est la difficulté d'apprentissage face à une langue, et plus elle est opaque, comme le français ou pire l'anglais, plus votre dyslexie est forte. Donc il y a moins de dyslexie qu'en Espagne parce que ce sont des langues transparentes. Eh bien, je pense, c'est une intuition, une idée comme ça, que le code, qui est un langage, est une langue très transparente parce qu'elle est régulière, parce qu'elle n'a pas d'exception et elle s'exécute. Et les gens comme moi, quand ils se sont retrouvés soit au collège, où on avait eu les premiers plans TO7, enfin les plans informatiques et les TO7, ou un peu plus tard étudiants, se sont jetés sur le digital, se sont jetés sur des claviers parce qu'on n'avait plus besoin de stylo et parce qu'on avait des langues que l'on comprenait, qu'on maîtrisait, qui n'avaient pas de verbe irrégulier, et des langues qu'on a pu en plus construire nous-mêmes. Et donc, je sens ou je pressens qu'aujourd'hui, vous avez énormément de neuroatypiques, beaucoup de dys, tu as parlé de quelques-uns très célèbres, qui sont à la tête de toutes ces boîtes digitales, et ils sont en train de refaire le monde à leur façon. Alors c'est génial, parce que là, on a un monde d'atypiques qui sont en train de reconstruire le monde, mais il y a aussi un risque que je voulais partager avec vous pour terminer, c'est que dans un monde qui devient digital, où ces neuroatypiques tirent la pleine puissance de leur capacité intellectuelle parce qu'ils maîtrisent la complexité, parce qu'ils n'ont plus de frein d'écriture, de conception, que le digital fait exploser le management, donc ils sont tous à l'aise, eh bien on a des gens qui vont eux-mêmes avoir du mal à vivre dans le digital. Je suis au Conseil du numérique d'Île-de-France et on a tout un travail sur l'inclusion numérique et la difficulté à certaines personnes à appréhender, comme moi j'ai eu du mal à appréhender un crayon et j'imagine pas si j'avais une plume doigt, je pense que j'aurais jamais pu faire aucune étude, qui ont peur de l'ordinateur, qui vont avoir du mal. Et je sens que si on ne fait pas il ne faut pas qu'on fasse la même erreur dans ce monde digital, d'oublier les gens qui eux-mêmes seront handicapés face à un ordinateur, et que peut-être on voit émerger un nouveau DIS qui arrive, qu'on pourrait appeler la DIS Digitalie. Voilà, un sujet à surveiller, et je voulais conclure comme ça. Merci. Merci beaucoup Cyril pour votre intervention. Alors, je vais maintenant vous présenter Rachel Godeux, qui est Executive Coach pour managers et dirigeants. Rachel est spécialisée dans la détection et le coaching de personnes à haut potentiel intellectuel et atypique. Elle est coach partenaire de My Gifted Network, le réseau interne d'Airbus dédié à l'inclusion des personnes à haut potentiel intellectuel. Rachel est également membre du pool de coach de la Airbus Leadership University. Alors, Rachel, pouvez-vous nous parler de votre expérience sur les questions d'un bon management pour des profils HPI? Oui, Gabriel. Merci. Bonjour à tous.
tous. Merci Gabriel, bien sûr, de me laisser la parole. Merci Solène. Moi, la conférence, c'est pas mon métier, donc je vais essayer de partager avec vous simplement mon expérience de coach sur une forme de neuroatypie particulière, puisque finalement, en travaillant comme ça dans le monde des entreprises, que ce soit les PME ou les grands groupes, j'ai affaire à des neuroatypiques, on va dire, assez dans la norme, à peine plus si quand on leur fait passer des tests de QI. Donc ils sont souvent parfaitement intégrés et aussi parfaitement invisibles. C'est la caractéristique en tout cas des gens que j'accompagne. Et très vite, je me suis rendu compte que le vrai sujet avec ces gens-là, c'était de les manager quand on est un dirigeant ou un manager identifié HPI au potentiel intellectuel et ou atypique. Mais ça, c'est une question particulière. J'aimerais plutôt m'axer sur le management pour les personnes HPI ou HPA, parce que souvent, on entend dire et on vit avec eux des difficultés à les manager confortablement. J'allais dire c'est normal parce que c'est un management qui appelle quelque chose d'organique, de vivant, de nuancé. C'est vraiment travailler avec eux dans une adaptation permanente, en temps réel. On ne s'adapte pas à un type de personne, à un type d'intelligence. Il exige de s'adapter en temps réel à l'état, j'allais dire, de l'humeur aussi, de la sensibilité, des hormones, du contexte, de la constitution de l'équipe, etc. C'est vraiment, ça appelle un management organique qui va à l'encontre de tout ce qu'on peut traditionnellement apprendre sur le management de type mécaniste, on dirait, qui vise aussi à ce qu'après tout, les personnes soient interchangeables à l'infini, parce qu'on appliquerait une méthode de management commune. Et pourtant, vous verrez, enfin en tout cas c'est ce que je vais essayer de partager avec vous, que, un peu comme l'a dit Fabienne, comme l'ont dit d'autres, le type de management qu'on peut ajuster et mettre un petit peu spécifiquement, ou qu'on peut avoir l'impression d'être spécifiquement en place pour ce type de profil, est en fait un management qui tend vers une forme universelle, et notamment sur la question des jeunes. Tout à l'heure, on a eu le sens et les jeunes, et vous verrez qu'il y a des liens, mais aussi sur les générations digitales, mais aussi sur toutes les formes de diversité. J'ai la chance, effectivement, en travaillant dans des groupes internationaux, de voir que la diversité, qui est beaucoup travaillée, et l'inclusion de toutes les formes de diversité, qu'elles soient culturelles, religieuses, de sexe, et aussi de neurodiversité. Bref, le management organique, vivant et nuancé qu'on peut mettre en place pour les HPI, HPA est un management, vous verrez, qui s'adapte parfaitement aux autres, me semble-t-il. Alors, la réponse à la question que pose Gabriel, qui est de dire finalement, c'est quoi un bon management pour les profils HPI, HPA? Un bon management, déjà, pour moi, le management, c'est travailler ensemble. C'est un management de la relation à 360 degrés, c'est-à-dire avec les N+, avec les N-, avec les collatéraux. C'est ça que ça veut dire, et ça veut dire bien travailler ensemble, au sens où ça génère de la performance, mais aussi au sens où ça génère du bien-être et du plaisir réciproque. Et j'insiste, réciproque. Pour moi, c'est ça un bon management, si je devais en faire ma définition. Et la réponse à cette question pour les HPI, elle est simple en fait, très simple. Orelsan dirait simple, basique. C'est très simple. C'est la phrase que j'ai fait écrire sur le diaporama. L'important, ce n'est pas le plan, c'est d'avoir le cap, le pour, 3 petits points quoi, et se mettre en route ensemble. Ça veut dire quoi? C'est très facile à comprendre, mais la boussole, c'est une boussole qu'on tient bien les manager, c'est simplement partager avec eux en permanence, à chaque occasion, qu'elle soit formelle, informelle, en management d'équipe, en management individuel, peu importe, se mettre et se remettre d'accord sur l'alignement, sur le pourquoi, c'est-à-dire le résultat attendu, et notamment pour les clients, qu'ils soient internes ou externes, quel que soit le type de client, sur les valeurs qui nous animent, sur le après quoi on court. Et finalement, plus ce but est noble, j'allais dire, et élevé, peut rendre fier, que ce soit écologiquement, et on l'a vu avec les jeunes ce matin, mais aussi égologiquement, parce qu'on n'est pas dans des questions de posture et de statut, mais aussi dans ce que ça peut apporter sociologiquement de progrès et sociétalement, plus les HPI vont facilement rentrer et s'aligner en fait sur ce cap.
Et le seul travail du manager, finalement, c'est recadrer, réajuster à chaque occasion et vérifier que les décisions, actions et comportements des HPI-HPA, les faire réfléchir à est-ce que c'est bien aligné avec l'objectif, le sens et le cap. Et c'est tout. Alors c'est simple à énoncer, à faire c'est souvent plus difficile. Pourquoi? Parce que chez les managers, ça crée comme un grand vertige intime. Parce que ce qu'on vient chercher, finalement, c'est travailler la vraie confiance dans le travail avec l'autre. La confiance en soi, manager, parce qu'il y a plein de choses qu'on doit lâcher, mais aussi la confiance en l'autre, qui est souvent différent de moi, qui fonctionne différemment de moi, qui a une autre sensibilité que moi, que ce soit à cause de la neurodiversité, de la différence de culture, etc. Mais sur la neurodiversité, encore plus. Pour bien manager les HPI, c'est difficile à appliquer parfois parce qu'il faut carrément tout lâcher sur le contrôle du comment. Le comment, c'est quoi? C'est les plans d'action détaillés, les feuilles de route, les process. Ils ne savent pas faire. En tout cas, ceux avec lesquels je travaille, ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas eux-mêmes, ils ont besoin d'être dans j'essaye, je me plante et je réajuste en permanence. Un peu comme les digital natives d'ailleurs. J'essaye, ça ne donne pas ce que je veux, je change de façon de faire et je recommence. Et ils ne savent pas vous dire à l'avance comment ils vont s'y prendre. Et ça, c'est un peu le vertige, parce que ça nous confronte à nous, managers, à notre propre peur de l'échec, parce qu'on ne peut pas planifier, parce qu'on ne peut pas anticiper, parce qu'on ne peut pas être certain d'avoir tous les voyants au vert avant de se lancer. C'est expérimenter et faire route ensemble. C'est aussi difficile parce que sur le work in progress, où tu en es par rapport à l'échéance temps, ça c'est compliqué. Parce que souvent les profils HPI fonctionnent le dos au mur. C'est acculé à l'urgence, à la pression et après moult temps de procrastination qu'ils arrivent à délivrer. C'est comme une émergence sous pression. Et ça c'est vertigineux pour un manager. Mais aussi, c'est difficile parce que leur mode de travail, leurs hypersensibilités parfois qu'on voit avec les profils autistiques, il y a des points communs. Des hypersensibilités à la lumière, des hypersensibilités au bruit, des hypersensibilités à l'esthétisme aussi. Quand c'est moche, ça déprime. Et on ne peut pas. Donc en plus, il faut que je trouve ça beau, quelle que soit la beauté. Ça peut être la beauté d'un algorithme, ça peut être la beauté d'un objectif, ça peut être la beauté d'un résultat attendu, ça peut être... Mais il faut que ce soit beau quelque part. Et aussi parce qu'ils fonctionnent dans des hypersensibilités où ils vont prendre l'air. Ils vont devoir se promener. Je me souviens, et dans la salle, sans doute que ça parlera, j'ai eu à coacher un patron de la stratégie monde d'un groupe coté en bourse. Et j'étais impressionnée par cet homme-là, qui avait une équipe prospective de 15 personnes, qui devait mettre dans les tuyaux de la prospective à 8 ans des projets pour le groupe. Et je lui disais, mais comment vous faites? Vous lisez des tas de bouquins spécialisés, des revues, tout ça, vous devez bosser comme un dingue. Et il me dit, surtout pas. Et je ne sais pas comment je fais. Ce que je sais, c'est que quand j'arrête de prendre le temps de m'asseoir aux terrasses de café ou dans un parc et de regarder la vie et les gens, je ne sais plus rien. Et ça, forcément, c'est pas rassurant parce que c'est pas conventionnel. Et pourtant, ils sont nombreux à processer et à trouver l'inspiration comme ça. C'est aussi le management qui marche avec les HPI, c'est aussi un management qui oblige à lâcher sur ses propres peurs de ne pas y arriver. La peur intime du manager de l'échec et de sa responsabilité. Et ça oblige, manager un HPI ou plusieurs, ça oblige à dialoguer vrai, en fait, sur ses peurs. Et à dire, je ne comprends pas comment tu fonctionnes. Je ne comprends pas comment tu vas pouvoir y arriver alors que tu n'en es que là et qu'il n'y a rien de visible. J'ai peur de ne pas pouvoir livrer aux actionnaires, au board, enfin à tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment mettre en dialogue la relation de travail et de confiance vraie. Et c'est dans ça qu'ils vont s'épanouir. Et ils vont savoir faire dans cette relation de confiance. De toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils détectent à la vitesse de la lumière les incongruences ou les incohérences entre ce que la personne peut ressentir en face d'eux et ce qu'elle dit. Et ça les met dans un état, ça les met en vrille, en fait, complètement. Donc, un management vrai, simple, où les peurs sont dites.
et qui nécessite aussi de se connaître soi, d'accepter ses propres peurs, mais aussi d'accepter les leurs. Parce qu'après tout, au fond, ils ne savent pas comment ils font souvent. Ils ne savent pas s'ils vont arriver à livrer dans les délais. Et pourtant, ça marche. Mais eux aussi, ils ont peur. Alors, accepter d'avoir peur ensemble, d'avoir le vertige ensemble, c'est génial. Parce que ce qui est génial, c'est que quand on se retourne, on arrive toujours au résultat. Mais pas de façon traditionnelle. Alors, ces ingrédients du management vrai, où aussi on arrête de vouloir être égalitaire, mais on va se diriger vers plutôt quelque chose qui est de l'ordre de l'équité, spécifiquement adapté à chacun, où on manage par le sens, la direction, le cap, où on arrête d'imposer sur le comment. Vous voyez bien par rapport à ce qui a été dit ce matin, par exemple sur les jeunes et sur les digital natives, que c'est quelque chose qui devient universel. Et bientôt, je crois que nous n'aurons plus le choix. En cela et en conclusion, finalement, les HPI sont un peu des sentinelles du management de demain pour tous. Que ce qu'on met en place pour eux, un peu comme pour les autres formes de neurodiversité, sert simplement et de façon évidente aux autres. Juste une chose, c'est que leur engagement est d'autant plus élevé que le nord magnétique, le résultat attendu, les enjeux, les objectifs, sont humainement, sociétalement ambitieux, parce qu'ils sont innovants, parce qu'ils sont dans le respect, encore une fois, de l'écologie, de l'égologie, qui génère chez eux de la fierté et du désir. Ce sont des hypersensibles, souvent. Donc, ils ont besoin de désir, j'allais dire de libido, au sens jungien, d'envie de vivre. Et c'est comme ça qu'ils arrivent, en fait, à aboutir au résultat, même en ne sachant pas exactement comment. Voilà, en gros, et ma dernière phrase serait on est obligé, quand on est un manager de HPI-HPA, de faire de l'intelligence au sens intelligere latin, c'est-à-dire venir travailler les liens de complémentarité entre des personnes, des cultures, des neurodiversités, faire des ponts, des liens, les faire travailler ensemble en complémentarité, et c'est ça qui fait émerger de la richesse, et ça entraîne tous les systèmes à de l'agilité, et au sens où je suis toujours prêt à être avec quelque chose de différent de moi, que je ne comprends pas, et j'aime ça. Voilà, merci. Merci beaucoup Rachel. Alors, je vais maintenant donner la parole à Anne Weber, passionnée par l'humain, pionnière du management par les talents en France. Anne Weber est la fondatrice du cabinet de conseil In Men We Trust, qui accompagne les entreprises pragmatiques dans la co-création de leur vision, le développement de leur capital humain et l'amélioration de leur potentiel d'innovation. Anne est membre de Mensa et elle est persuadée de longue date que nous sommes tous des moutons à 5 pattes et que c'est une excellente chose. Alors moi, j'ai changé au moins 30 fois mon fusil d'épaule depuis ce matin. Donc je vais vous parler de 3 choses un petit peu différentes et qui, j'espère, seront cohérentes. Le premier, pour vous dire qu'il y a 20 ans, j'avais le plaisir d'être directeur de projet et d'avoir un patron assez fou pour, quand je lui ai dit, on va créer un projet qui soit adapté à tous, quel que soit le handicap, quel que soit le niveau social, quelle que soit la langue d'origine. Il m'a dit « OK, banco ». Et on a expérimenté il y a 20 ans ce qu'on appelle maintenant le design universel, ou la prise en compte des différences et des handicaps dans la conception d'un bâtiment ou d'une expérience visiteur. Ce que m'a appris cette expérience il y a 20 ans, c'est que de réfléchir par la contrainte fait un bien fou et aide l'intégralité des visiteurs à avoir une expérience bien plus magique. À l'époque, tout ce que nous avons fait pour les malvoyants, par exemple, sur la qualité d'écriture, a permis aux enfants, en cours d'apprentissage de lecture, de lire plus vite ce que l'on faisait. Tout ce qui a été fait pour des personnes en fauteuil roulant a donné une fluidité incroyable dans les espaces. Ce qui vous a été présenté jusqu'à présent, on pourrait parler de management universel. Intégrer dans les équipes quelqu'un qui est Asperger, c'est ouvrir à la diversité, mais c'est aussi se poser le cas de personnes qui vont avoir des besoins plus importants que les autres.
C'est se dire, ce qui a été dit, il faut être plus pédagogue, plus clair dans la façon dont on va l'expliciter. Et je pense qu'aujourd'hui, ça s'ouvre, après l'ère du management, enfin du design universel, l'ère du management universel. Comment réussir à inclure l'ensemble des diversités pour que les équipes soient diverses et fonctionnent ensemble. Alors ça paraît comme cela difficile, on se dit oui, intégrer une personne autiste Asperger c'est bien, 2 c'est peut-être compliqué, mais aller au-delà, comment faire? Eh bien je vous propose en fait d'abandonner toute notion de perfection. Et je pense que trop souvent encore dans nos équipes et dans nos façons de manager, on a cette vieille conception qui est une conception du développement personnel et du développement du management centrée autour de l'être parfait. Et j'ai mis ici juste quelques pictos qui s'inscrivent. On a tendance, vous et moi, très certainement parce que nous sommes conditionnés depuis tout petit, à identifier pour chacun un rôle parfait. Et vous le verrez avec cette étoile qui est dans ce cercle. Tout au long de notre vie, nous avons été comparés à un individu parfait. Petit, élève, nous avons été comparés aux élèves parfaits. L'élève qui apprend seul ses leçons, qui est sage, assis à sa table, et idéalement qui va être bon en maths. Et toute notre vie, nous nous référons à cette perfection pour comparer ce qui nous manque. Ces zones de moindre performance qu'on a représentées ici, avec ces zones et ces hachures. Ce qui est vrai pour les élèves est vrai ensuite pour les managers, pour les leaders. Chez Inman We Trust, quand on accompagne des équipes, je suis toujours frappée de voir combien le leader n'est pas celui qui est le moins malheureux dans l'entreprise actuelle et combien les positions de pouvoir donnent aussi des positions de solitude. Le leader parfait doit pouvoir prendre la parole sur scène et inspirer les foules. Il doit, comme Bill Gates, être visionnaire et extraordinaire et on pourrait le faire à l'infini. Dans ce management classique, on va porter les efforts sur ces zones de moindre performance. On va investir là où l'on est moins bon. Et on va tenter péniblement d'atteindre la perfection. Vous l'avez tous connu, quand on est une femme, on aimerait toutes faire 95, 60, 95. Quand on est un manager, on aimerait être empathique, comprendre ses troupes et réussir à les motiver. Je pourrais le dérouler à l'envi. Dans ce management, on est persuadé qu'en investissant sur ces zones de moindre performance, on réussira à atteindre le succès. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de vous libérer de cela et de considérer la chose suivante. Et si nous étions tous éminemment imparfaits, tous atypiques et tous très différents? Et si enfin nous passions du temps à identifier ce qui fait de nous des êtres uniques? Quand on parle d'un autiste, on parle d'hypercompétence sur certaines zones. Mais c'est le cas de tous, nous sommes tous très différents. Loin de moi l'idée de nier les spécificités et de dire que les autistes sont des gens comme les autres. Non, ils sont autistes et différents et talentueux. Et c'est la somme des différences qui fait des choses très intéressantes. En management par les talents, qui prend le contre-pied de ce management classique et dont je suis convaincue depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant, on s'attache à identifier ce que les gens font naturellement bien. Et on s'attache ensuite à leur donner les clés de cette compréhension et à le développer. Et c'est ce que vous verrez sur cette deuxième représentation. Qui suis-je? Quelles sont les choses que je fais naturellement mieux que les autres? Et comment pouvoir le renforcer et le travailler? Ça a l'air comme ça d'être une chose extrêmement simple, une chose bisounours, j'entends parfois. Sachez que ça fonctionne très bien et qu'on travaille avec de grands groupes. On travaille avec Airbus, mais aussi avec Harmonie Mutuelle, TBWA ou l'Institut Montaigne. Parce que quand on identifie finement les talents des collaborateurs et quand chacun comprend son unicité, alors on est réconcilié avec soi, on n'a plus peur d'être interchangeable et c'est la façon la plus belle de tendre la main à l'autre pour être complémentaire. Vous l'aurez vu, chez nous, les êtres humains sont symbolisés par ces pictos en étoiles, car nous avons des zones brillantes, mais nous avons aussi des zones de moindre performance, et c'est OK. On apprend à dealer avec cela. Pourquoi c'est intéressant de travailler avec cela? C'est parce que, quel que soit l'outil que vous utiliserez, nous on utilise un outil américain, mais les profils qui ressortent sont extrêmement fins. Avec l'outil que l'on utilise, on a une chance sur 33 millions, une chance sur 33 millions de rencontrer quelqu'un qui a le même profil de talent dans le même ordre. Et c'est cette unicité qui est magique. C'est de cette unicité
que naît la richesse et naît la créativité. La dernière chose que je voudrais partager avec vous, c'est que quand on parle d'innovation et de créativité, on s'accorde maintenant à dire que c'est un processus. Quelles que soient les entreprises et quels que soient les process, on va avoir des logiques qui vont être identiques. Chez nos clients, on va retrouver aussi bien des processus industriels extrêmement précis qu'à l'opposé des processus extrêmement informels. Toutes les modes d'innovation sont représentés, et la dernière en date, le design thinking. Mais globalement, dans ces process d'innovation, on est toujours sur ces mêmes logiques. Je définis bien le challenge, puis je cherche des idées créatives et innovantes pouvant répondre à ce challenge. Je les améliore ensuite et enfin je les implémente. Et à chaque phase, je vais rechercher le maximum de possibles, diverger, ouvrir le champ des possibles, puis faire le tri dans ce que j'ai trouvé et reconverger. À chaque fois, on va essayer de se rassurer avec des méthodologies et des process, mais à chaque fois, quand cela échoue, c'est bien souvent les 20% restants, les 20% qu'on n'arrive pas à rentrer dans un process, ces 20%, c'est l'humain. Et pour revenir au titre de la table ronde sur neurodiversité et innovation, ce qui est important, quels que soient les processus d'innovation, c'est que les gens au cœur de ce processus aient compris comment ils étaient câblés et comment ils peuvent contribuer. Et on le voit tous les jours quand on intervient en entreprise, tous les jours des talents qui ne s'expriment pas. On parlait de moutons à 5 pattes tout à l'heure. Nous sommes tous des moutons à 5 pattes et ce qui est intéressant à voir, c'est que vous n'allez pas au travail avec la plupart de vos pattes. Combien de fois, quand on intervient en entreprise et quand on demande aux gens de se mettre sur une ligne imaginaire qui représenterait leur capacité de créativité, allant de 0 à 10, on fait ce premier sujet en disant « Aujourd'hui au travail, en général, sur cette échelle de 0 à 10, quel est votre degré de créativité ?» Les gens se positionnent. Et puis on redemande, on dit maintenant dans votre vie personnelle, quel est votre degré de créativité? Et on a très régulièrement 30 à 40% des gens qui changent de position dans la ligne et qui remontent en créativité, qui sont beaucoup plus créatifs dans leur vie personnelle qu'au travail. Pourquoi cela? C'est parce qu'on rentre dans des moules et dans des cases. On nous demande à tous, moutons à 5 pattes, de venir formater d'une certaine façon. Dans les entreprises que l'on accompagne, on donne les moyens à ces moutons à 5 pattes, à nous tous, de comprendre comment nous sommes câblés et de venir avec l'intégralité de nos pattes, l'intégralité de nos talents au travail pour contribuer. L'innovation naît quand? L'innovation naît quand chaque personne au sein du processus a compris à quel moment elle allait être contributrice et à quel moment elle allait empêcher le processus d'innovation d'aller à son terme. Et on le retrouve dans toutes les équipes. Vous aurez des gens extrêmement doués pour identifier les problèmes, par exemple. Mais s'ils s'expriment en phase de divergence et d'idéation, en commençant à dire « non, mais ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas », on va tarir ce sujet de l'innovation. À d'autres moments, au contraire, certaines personnes capables de penser en dehors des sentiers battus et d'avoir des idées totalement iconoclastes auront besoin d'aider ces idées iconoclastes à survivre tout au long du processus projet. Donc retenez pour moi bien que nous sommes tous des moutons à 5 pattes, que la richesse de l'entreprise naît vraiment de la capacité à aider ses équipes à embarquer ces 5 pattes au quotidien. Ça donne des surcroîts de performance et de bien-être, et que quels que soient les méthodos projets ou les méthodos d'innovation que vous mettez en œuvre au sein de vos entreprises, c'est vraiment la capacité à écouter l'autre et à comprendre ses complémentarités qui va vous permettre de générer le plus d'innovation et le plus de valeur. Merci. Merci beaucoup, Anne. Alors, je vais demander à nos amis de l'organisation l'heure, car je ne l'ai pas. D'accord. Donc, peut-être que pour les questions, on est un petit peu juste. Donc, on ne va pas faire de questions et on va passer directement au grand témoin. Voilà. Donc, je vous invite à venir, si certains d'entre vous ont des questions, si vous voulez, on pourra peut-être discuter au moment du déjeuner. Mais pour l'instant, je vais demander au grand témoin de monter sur scène. Il s'agit d'Arnaud Chaput.
Alors Arnaud, tu es normalien, ingénieur, diplômé de 3e cycle en économie et photographe. Tu es membre du collectif des Crapauds Fous, on l'a déjà dit, soutenu par Cédric Villani et Tin Niem, au sein duquel tu suis le thème neurodiversité. Dans la première partie de ta carrière, tu as travaillé dans le milieu politique, dans l'influence, dans la communication et dans la prospective. Et aujourd'hui, tu es le cofondateur d'une agence de conseil pas comme les autres, Flamel and the Stone, qui valorise les hypercompétences de ses collaborateurs neuroatypiques. Donc Arnaud, je te donne ce micro-là. Merci. Bonjour à tous. Alors de façon à nous détendre, à me détendre notamment, je vous proposais un petit jeu pour commencer. Slide suivante, s'il vous plaît. Ce petit jeu, c'est un dessin que vraisemblablement beaucoup d'entre vous connaissent, qui s'appelle le triangle de Penrose. Qui voit un problème sur ce dessin? N'ayez pas peur, hein, levez la main. Ok, bon, donc j'en déduis que les autres ne voient pas de problème. Bon. Alors en fait, il y a un gros problème sur ce dessin qui est une grosse erreur de perspective. En fait, ce triangle est tout simplement impossible. Impossible parce qu'il viole les lois les plus fondamentales de la géométrie dans l'espace. Parmi vous, il y a en réalité quelque chose comme 4 populations. La première population, ce sont ceux qui ont vu d'emblée qu'il y avait un problème et qui ont été en mesure de libeller le problème. La deuxième population, ce sont ceux qui ont senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais qui ne parvenaient pas à mettre le doigt dessus. La troisième population sont ceux, lorsque j'ai dit qu'il y avait un problème, qui ont vu le problème. Et la dernière population, ce sont ceux qui me croient sur parole lorsque je dis que ce triangle est impossible. En réalité, cela montre que nous avons des niveaux d'habileté dans la maîtrise de l'espace, dans la représentation mentale de l'espace qui sont très différentes. Il y a un certain nombre de professions qui concentrent de hauts niveaux d'habileté dans la maîtrise de l'espace et dans la maîtrise de la 3D et de la perspective. Il y a les architectes, par exemple. Il y a un certain nombre d'artistes, par exemple Escher, qui était connu pour ses escaliers impossibles. Mais je pourrais également vous parler d'un autre artiste. C'est un artiste de 40 ans qui est spécialiste de l'origami. Et j'ai vu son exposition il y a de cela un mois, près de la gare de Lyon. À cette exposition, il y avait son agent, et donc je commence à parler avec son agent, qui me dit que l'artiste était maître en origami à l'âge de 18 ans, alors qu'il avait découvert l'origami à l'âge de 15. Donc là, on se dit, oui, ce n'était pas seulement une question de pratique. Il y a quelque chose qui manifestement existe toujours chez ce garçon, et qui lui conférait une capacité assez remarquable à s'approprier la technique de l'origami. Et donc du coup, je demande à son agent, oui, mais alors, votre artiste, il n'aurait pas une petite spécificité? Et là, il me répond, si, il est dyslexique. Quand on regarde un peu les études qui ont été faites sur la dyslexie, on constate effectivement, en moyenne, statistiquement, que les personnes dyslexiques ont une plus grande habileté à voir dans l'espace et à manipuler mentalement les volumes. Les professions dont je parlais tout à l'heure, les architectes, tentent à concentrer les dyslexiques. Certains sports de haut niveau aussi, tels que le tennis, qui exigent une bonne maîtrise de l'espace, concentrent également les dyslexiques. Si je vous demande si pour vous un dyslexique c'est quelqu'un qui a été avantagé dans la vie, vous allez me répondre, a priori à l'école ça a plutôt été compliqué. Bon. Jean-Louis Etienne, je pense que vous en avez entendu parler, par exemple, sa dyslexie a fait qu'on l'a orienté vers un CAP tourneur-fraiseur. Après, il a passé le bac. Après, il a fait médecine, il est devenu chirurgien, médecin d'expédition. Mais enfin, toujours est-il qu'au départ, du fait de son écart à la norme, du fait de son retard dans l'apprentissage de la lecture, immédiatement, il a été mis en marge du système éducatif. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne traite plus la dyslexie de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on ne considère plus, fort heureusement, qu'être dyslexique, c'est être idiot. Il faut sans doute maintenant aller au-delà et se dire qu'être dyslexique, c'est un ensemble de talents,
d'habiletés et des habiletés qui peuvent être transformées en ce qu'on peut appeler des hypercompétences au sens RH, c'est-à-dire des capacités professionnelles et qui peuvent permettre à la personne dyslexique, mais au-delà d'ailleurs à toutes les personnes neuroatypiques, de s'épanouir et de tirer profit de cette différence. Car le raisonnement est exactement le même pour la totalité des neuroatypismes. Ce raisonnement tient en réalité dans une sorte de couple, force-faiblesse, talent, défaillance. C'est un package. Voilà. Le neuroatypique, il est constitué de ce package-là. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Ce qui est intéressant avec cette approche force-faiblesse, hypercompétence, défaillance, c'est qu'en réalité, elle permet de réconcilier à la fois les valeurs et la valeur. Alors les valeurs, ce sont les raisons pour lesquelles vous êtes ici, c'est le management humain, le management par la bienveillance, le respect de la différence, la valorisation de la différence. La valeur, c'est la valeur économique. Alors, ce n'est pas un gros mot, et excusez-moi ce biais qui correspond à ma formation. La valeur économique, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est l'un des meilleurs arguments pour convaincre une entreprise de faire confiance à un collaborateur. Eh bien, tout l'enjeu, s'agissant des personnes neuroatypiques, c'est de démontrer leur valeur. Et leur valeur vient de leurs hypercompétences. On a eu, au cours de la table ronde, beaucoup de retours d'expérience justement sur la possibilité de création de valeur par le biais des hypercompétences des personnes neuroatypiques. On a parlé des autistes, on a parlé des dyslexiques, on a parlé des hauts potentiels. Comme je suis grand témoin, je vais vous apporter mon propre témoignage. Alors, pour ne rien vous cacher, moi j'appartiens à la grande famille neuroatypique parce que je suis haut potentiel, je souffre d'un trouble déficitaire de l'attention, je suis hypersensible et j'ai quelques petits traits du spectre autistique en arrière-plan. Ça impacte considérablement ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Au plan professionnel, je vais vous donner deux exemples de spécificités qui sont directement liées à la question de l'innovation et plus spécifiquement en réalité à ce qu'on appelle la créativité. Parce que la créativité, c'est un processus psychologique, c'est un processus qui est étudié par la psychologie depuis maintenant une centaine d'années et dont on commence à avoir une vision relativement fine sous la forme de corrélations. L'une de ces corrélations, c'est ce qu'on appelle la pensée par arborescence. Ce sera le deuxième exemple que je développerai. Je vais commencer par la question de la tolérance à l'injustice. Comme beaucoup de hauts potentiels, j'ai un degré de tolérance à l'injustice qui est relativement bas. Certaines formes de rigidité, ce qui dans le monde du travail, et notamment dans le monde politique, que j'ai pu expérimenter en début de carrière, est susceptible de poser problème. Justement, en début de carrière, j'ai été recruté pour faire la campagne d'un candidat à la présidentielle que je ne citerai pas. Il n'était pas très grand. On m'a demandé d'étudier la question de la politique du grand âge et de trouver des idées de réforme de la politique du grand âge. Alors, je commence à entrer dans les rapports, à analyser les paramètres techniques, etc. Et là, il y a quelque chose qui me frappe, qui me saute aux yeux, c'est la question du minimum vieillesse. Je ne sais pas si vous vous souvenez du minimum vieillesse. Bon, ça a changé de nom, mais c'était le minimum social qui était destiné à offrir aux personnes âgées qui n'avaient pas la possibilité de travailler, qui n'avaient pas d'autres ressources, des conditions de vie, des conditions de vie décentes. Et à l'époque, le minimum vieillesse était de l'ordre de 600 €. Le problème étant que le seuil de pauvreté, à l'époque, était de l'ordre de 900 €. Et là, je me suis dit, il y a quand même une sorte d'aberration. Ces personnes ne peuvent compter que sur la solidarité nationale, qui se propose de leur offrir des conditions de vie de décence. Eh bien, on n'est même pas foutu de leur faire atteindre le seuil de pauvreté. Donc, j'ai proposé que le candidat s'engage à relever le niveau du minimum vieillesse au niveau du seuil de pauvreté, ce qu'il a fait. D'ailleurs, la proposition a été acceptée. Mais cette proposition était totalement innovante dans la mesure où, jusqu'à présent, lorsqu'on avait abordé la question du minimum vieillesse, on ne s'était jamais demandé s'il pouvait y avoir un lien avec le seuil de pauvreté. On ne s'était pas posé la question de ce qu'on appelait un niveau de vie décent. Et la plupart des personnes qui s'étaient intéressées au sujet l'abordaient de façon technique. Et moi, c'est mon intolérance à l'injustice que j'ai décelée en fait, dans ce lien qui me semblait implicite entre le montant du minimum vieillesse et le seuil de pauvreté, qui m'a poussé à dire, là, il y a un problème. Ça, c'était le premier exemple sur le lien entre haut potentiel intellectuel
créativité et seuil de tolérance à l'injustice. Deuxième exemple, c'est la pensée arborescente. Alors, la pensée arborescente, pour schématiser, c'est un processus de pensée qui part d'un mot, d'une image, d'un son, d'une idée, et qui va rayonner dans tous les sens, et qui va aboutir, au bout d'un certain temps, à de multiples idées. On est tous plus ou moins arborescents, d'accord ? C'est d'une certaine manière le ferment de l'imagination. Mais il se trouve que, statistiquement, une fois de plus, on constate que les personnes au potentiel, les personnes avec un trouble déficitaire de l'attention ou les personnes hypersensibles ont un niveau de pensée arborescente plus élevé. Moi, ça m'a servi, cette pensée arborescente. Ça m'a servi notamment lorsque j'ai été plume, c'est-à-dire lorsqu'on m'a demandé de rédiger des discours pour des responsables politiques ou des dirigeants d'entreprise. Bon. Parce que ça me permettait d'enrichir les discours que j'écrivais. Ça me permettait de trouver des connexions. C'était très intuitif. L'ennui de la pensée arborescente, c'est qu'on ne nous apprend pas à être arborescent. À l'école, on nous apprend tout le contraire. On nous apprend à être linéaire et méthodique. C'est la démonstration mathématique. Il faut y aller étape par étape. Il y a un fil et il faut suivre le fil. Et il n'y a qu'un fil possible. L'arborescent, ben, il est violenté par ce genre de démarche. Alors il peut apprendre. Il peut apprendre jusqu'à un certain point. Mais moi, lorsque j'ai des plumes, admettons, si on m'avait dit, bon voilà, tu as 2 jours pour produire un plan détaillé du discours. Ensuite, tu as 2 jours pour rédiger chacune des parties, et ensuite on fera des itérations. J'aurais dit, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que mon mode de fonctionnement, qui était directement lié à la pensée arborescente, m'empêchait de processer la création d'un discours, m'empêchait de partir d'un plan détaillé pour ensuite rédiger, etc., pour aboutir au produit final. Si j'ai pu être performant grâce à ma pensée arborescente dans la rédaction de discours, c'est parce que j'ai su faire comprendre aux personnes pour lesquelles je travaillais qu'il ne servait à rien de m'enfermer dans une boîte. Que tout au contraire, s'ils voulaient que mes talents se déploient, alors il fallait me laisser faire, il fallait me laisser m'organiser, il fallait me laisser livrer le produit final, et que, en réalité, le respect de ma différence et le respect de ce qui faisait ma qualité, là, en l'espèce, la pensée arborescente, ben, c'était bien d'aborder la question de ma différence sous l'angle force-faiblesse. Vous constatez que la gestion des faiblesses, la gestion des défaillances, c'est la contrepartie de la valorisation des hypercompétences et des talents. Je suis convaincu qu'une fois qu'une entreprise a consciemment fait l'expérience de la valorisation de ses talents neuroatypiques, alors elle est convaincue de la valeur du neuroatypisme. Faut-il encore qu'elle accepte de franchir le pas? Et là, en réalité, il y a un parcours à développer, un parcours de prise de conscience, un parcours d'awareness. On peut dire, voilà, la première étape, c'est expliquer à l'entreprise que le neuroatypisme en tant que concept, ça existe. La deuxième étape, c'est expliquer que les neuroatypismes, ça existe. Alors, on a tous entendu parler de l'autisme, on a tous entendu parler des hauts potentiels, on a moins entendu parler des troubles déficitaires de l'attention chez l'adulte, par exemple. La troisième étape, c'est se débarrasser des caricatures. Non, un autiste, ce n'est pas nécessairement Rainman. Non, un haut potentiel intellectuel, ce n'est pas nécessairement Einstein ou un petit génie qui rentre à l'université à 13 ans et qui réussira nécessairement ses études et sa vie. Les réalités sont beaucoup plus complexes que ça. La quatrième étape, c'est partir du principe que le neuroatypisme est une différence et pas une anomalie. Tout à l'heure, Fabienne montrait la courbe de Gauss. C'est une courbe qui renvoie en réalité à la normalité, à ce que l'on considère comme étant normal et anormal. Et là, je vais prendre un exemple qui est très simple. C'est celui de ce qu'on appelle la gaucherie, c'est-à-dire le fait d'être gaucher. Il y a encore 30 ou 40 ans, on partait du principe qu'être gaucher était une anomalie. C'était quelque chose qu'il fallait corriger. Donc on a créé des générations entières de gauchers contrariés, avec énormément de souffrance. Aujourd'hui, vous ne rencontrerez plus un seul enseignant qui forcera son élève gaucher à écrire de la main droite. On a respecté cette différence, et c'est une différence qui est de nature neurologique et cérébrale. Mais il faut faire la même chose sur un neuroatypisme. Je crois que j'étais à la 4e étape, donc là on doit être à la 5e. La 5e étape, c'est
bien voir que le neuroatypisme, ce ne sont pas que des défaillances, ce sont également des forces. Et des forces, des talents qui, correctement valorisés, correctement exploités par la personne, se transforment en hypercompétences. Et la dernière étape, c'est tout simplement aborder le sujet de ces hypercompétences et de ces talents sous la forme d'un package, force et faiblesse. C'est cette démarche-là que nous avons retenue dans notre agence, Flamel & the Stone, qui a vocation justement à expliquer l'existence de ces différences et à les valoriser. Je vais vous donner un dernier exemple de la valeur de la neurodiversité. Je vous ai dit que j'étais plutôt arborescent, c'est-à-dire que j'ai plutôt tendance à être brouillon, à partir dans tous les sens et à avoir de multiples idées. On va appeler ça de la créativité. Mon associée, elle, est très convergente, c'est-à-dire qu'elle a un mode de pensée très linéaire. Souvent, je l'agace profondément, parce qu'elle a l'impression que je parte dans tous les sens et que je reste dans les nuages et que je n'atterris pas. Non. En réalité, si notre binôme fonctionne, c'est justement parce que moi, je suis arborescent, c'est-à-dire divergent, et elle est linéaire et donc convergente. Et la valeur de nos différences, la valeur de nos neuroatypismes à chacun, résulte précisément de la coordination et de l'articulation de nos modes de fonctionnement si particuliers. Je vais vous donner une métaphore qui pour moi est extrêmement parlante, c'est celle de la bicyclette. Imaginons, on vous donne une bicyclette en pièces détachées. Voilà, vous avez toutes les pièces détachées devant vous. A priori, vous aurez du mal à avancer. Mais en revanche, si vous montez la bicyclette convenablement, alors vous créerez une valeur supplémentaire qui est celle du mouvement. Tout le défi de la neurodiversité et tout le défi du neuroatypisme, c'est d'être capable de coordonner tous les modes de fonctionnement de la façon la plus consciente et la plus harmonieuse possible. Avant de conclure, je voudrais remercier les organisateurs du festival Éclore qui ont donné l'occasion à l'écosystème constitué de l'ensemble des personnes qui sont ici de s'exprimer justement sur ce changement de vision sur le neuroatypisme. Ces personnes, ce sont à la fois des personnes neuroatypiques elles-mêmes, ce sont des experts, ce sont des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont une expérience très intime de cette différence que constitue le neuroatypisme. Et ce sont des expériences, des personnes qui, chacune, à leur manière, contribuent non seulement à changer de vision sur le sujet, mais également à opérer ce paradigme shift sur ce qu'est la différence neuroatypique. Pour conclure, la suite du petit jeu qu'on a commencé au début, slide suivante s'il vous plaît. Voilà, donc on retrouve le triangle de Penrose, dont tout le monde a priori a convenu du fait qu'il était impossible. Slide suivante. Donc là, forcément, si je vous montre cette photo, vous allez me dire qu'il s'agit a priori d'un montage. En toute logique, vous aurez raison. Cependant, il ne s'agit pas du tout d'un montage. Photo suivante. Il s'agit de cet objet-là. Cet objet-là, le voici. D'accord ? Et il se trouve que lorsque vous le regardez de cette manière-là, vous voyez apparaître le triangle de Penrose. D'accord ? Non. Qu'est-ce qui nous enseigne ce triangle de Penrose et qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette figure-là? Tout simplement que on a beau être très habile, par exemple dans la capacité à voir dans l'espace ou à raisonner sur les volumes, ça n'empêche pas de faire des erreurs. Et qu'en réalité, la condition première de l'innovation ou de la créativité, au-delà des habiletés intellectuelles, c'est la possibilité de se dire que ce qu'on pensait être impossible est peut-être tout simplement possible. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Bien, merci à tous. Cette table ronde est désormais terminée.